Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. La perte de son fils a été l'événement catalyseur de son engagement dans la lutte contre les cancers pédiatriques. Notre invité du jour a créé la Fondation Flavien qui, depuis 2014, a soutenu des initiatives importantes en principauté et ailleurs, dans le cadre des maladies rares qui touchent les enfants. Bonjour Denis Macario. Bonjour Geneviève. Denis, évidemment, c'est toujours délicat de démarrer une conversation en disant que tu as perdu ton fils. C'est toujours un point. Mais est-ce que tu es d'accord avec le fait que ça a été catalyseur de ton engagement ou est-ce que tu y serais venu quoi qu'il arrive ? Est-ce que le fait d'être papa, déjà, ça a réveillé en toi des choses que tu n'imaginais pas ? J'ai toujours été un père engagé. Et j'étais déjà depuis toujours, de ce que je me rappelle, j'ai toujours été dans le sens où il m'avait dit à la fin, papa, il y a les autres. Donc j'ai toujours été là-dedans. Puisque durant son combat, il y avait les autres aussi. Et il disait, papa, j'ai une maladie, mais je suis pas malade. Donc j'allais vers les autres qui étaient plus malades aussi de temps en temps. Et on se réunissait dans le couloir et on parlait d'autres choses et on vivait, on rajoutait de la vie au jour. Et on essayait, après son envol, j'essaye de rajouter des jours à la vie pour les autres. Parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est vrai que c'est un sujet qui est très difficile à aborder, mais du moment où il est diagnostiqué, vous devez entrer dans un monde où, comme il le disait très bien et comme tu le dis, il y en a plein d'autres, en fait. C'est là où on découvre aussi cette partie de l'enfance dont on ne parle jamais. Non. L'enfance dans les hôpitaux, l'enfance dans les traitements, l'enfance dans les diagnostics. Face à la mort. Oui, face à la déchéance aussi, parfois. Exactement. À la souffrance et le désarroi de se dire que il ou elle ne va plus être là. Il ne va plus être là, j'y pensais même pas. Je suis jusqu'au dernier moment. Oui, il ne va plus être là. Le 7 mars 2014 à 6h32, parce que l'acte de décès signifie 6h30. 6h32, oui, il ne va plus être là. À 6h30, même quand je l'ai pris sur moi et que on est peau à peau et c'est moi qui l'ai habillé et je l'ai enlevé cette satanée aiguille. J'ai entendu son dernier et ouais, c'est ça. D'ailleurs, je me revois dire au docteur, mais il respire encore. Non, M. Macario, c'est le dernier râle. C'est vraiment ce qu'on appelle le dernier souffle. Exactement. Et ça, j'en repense encore parce qu'aujourd'hui, c'est la date anniversaire de mon défunt père qui est parti il y a 3 ans. Voilà. Dans quelques jours. Et ça nous rapproche, nos histoires à nous deux. Et oui. c'est en hommage à nos étoiles. Et j'ai toujours été dans le papa, il y a les autres. Donc, et surtout qu'on tape dans le vrai là maintenant. Et donc, à 6h32, tu te dis, c'est là que tu décides de faire quelque chose, de t'engager, ou c'était déjà pratiquement... Non, parce que durant son mois de soins intensifs à tous les niveaux, j'ai construit ce que je voulais faire parce que, comme il m'avait dit papa et les autres, il fallait... j'ai tapé du poing sur la table. Les élus, Monsieur Estrosi à l'époque, il était venu, en plus on était en pleine municipale en 2014, et en bataille municipale, donc c'était facile, entre guillemets, d'avoir certains journalistes. Le plan cancer venait de sortir sous Hollande. Les journalistes, Nancy Catan, que tu dois bien connaître, étaient venus faire un billet qui s'est appelé Tsunami Flavien, et ça a été le hashtag de la fondation, et ça c'est... Et durant ce mois intensif, j'ai imaginé le devenir de ce que
j'ai fait durant les 10 ans, là, maintenant. Ouais, ça fait 10 ans. Ça fait Ça 10 ans. coïncide, c'est un peu pour ça qu'on avait envie de parler avec Ça- toi. D'abord, la ça fait 10e 10 ans d'engagement, ça fait pratiquement 750 000 euros récoltés, enfin en tout cas donnés à la recherche. Ça, tu parles de déjà donné ou de recueilli? Parce qu'il y a eu les Recueilli, 750 000. Là, on va en rajouter 100 000 de plus, là. Mhm. Avec, jeudi soir, nous remettons les 100 000 pour l'année 2024. Et aussi, cette année écoulée, on a recueilli les 750 000 pour l'essai clinique, alors qu'on devait en recueillir 620, on en a pris 650. On en a pris. On prend tout. Mais on a pu trouver 750 000 parce que on tape dans le vrai, là. On va faire un essai clinique, on va en parler à la Biennale. Cet essai clinique, il est porteur. On a eu trois cas qui ont permis d'établir et de poser l'essai clinique sur le papier et de se dire, ah ouais, il faudrait quand même qu'on y aille, là. Eh ben oui, moi depuis le temps que je vous le dis, il faut qu'on y aille. C'est depuis 2020 que j'aurais aimé que ça soit en place. Parce que durant le Covid, on s'est, entre guillemets, battu pour avoir la molécule de l'espoir Ouais. gratuitement, qu'on a obtenue, et par Mons et par Vaux, et parce que durant le Covid, il y avait les autres maladies quand même. Aussi. Quand tu dis pendant le Covid, on s'est battu pour avoir la molécule d'espoir gratuite, c'est surprenant à entendre parce qu'on aurait pu imaginer que justement les traitements pour les enfants conservent une certaine priorité. Ça n'a pas été le cas alors. C'était pas une priorité puisque nos enfants sont pas rentables dans la sphère de la cancérologie ou de la maladie en général. S'il y a 1 million d'enfants qui tombent par jour, qui tombent malades, là oui, ça sera rentable. Mais pas pour les... Mais heureusement, il y en a moins que ça. C'est ça que tu dis ? Je sais pas si c'est heureusement, parce qu'en un coup de crayon, on pourrait rayer la carte la maladie qui émerge. Mais je ne veux pas aussi dire que ça doit arriver à plein de gens. Moi, comme mon pire ennemi, j'aimerais bien que ça arrive, mais à lui, mais pas à son enfant. Mais je suis dans la psychologie de dire et dans le train-train journalier de sensibiliser, de dire et de répéter, de rabâcher fortement et de l'écrire, que ça n'arrive pas qu'aux autres. À aujourd'hui, et durant le Covid, le professeur Kahn, qui est décédé d'un cancer, qui était le président de la Ligue contre le cancer en France, généticien de par sa profession, disait sur les plateaux, à aujourd'hui, donc c'est durant le Covid, c'est 2020, 2021, il disait, à aujourd'hui, un enfant qui naît, un enfant sur 2 développera une grave maladie, dont un cancer plus tard. Un enfant sur 2. C'est chaud, hein. C'est chaud, mais sauf qu'on n'en prend pas les conséquences. On l'a bien vu là, avec l'Union européenne qui renouvelle son autorisation pour 10 ans pour le glyphosate. Et ça, c'est... On boit du glyphosate tous les jours. Ben, buvez du Roundup tous les jours, vous allez voir comment vous allez être. Et ça, on ne le voit pas. Ouais. Et les pouvoirs publics en France et ailleurs, on va dire, ne prennent pas conscience de cet état de fait de santé environnementale, cet état de on se consume de l'intérieur à petit feu, mais ça, c'est pas comme un coup de bâton qu'on va prendre, comme tu as dit tout à l'heure, un accident de la vie de tous les jours, la route ou peu importe, n'importe quel accident. Oui, qui est horrible aussi. Hein. C'est pas ce qu'on dit, fine, évidemment. Bien sûr, qui est horrible, on ne souhaite pas, mais qui est horrible aussi. Donc l'épée de Damoclès, elle est plus tranchante là, à ce niveau-là, que quand tu combats contre la maladie. Mais le fait est d'être empoisonné à petites gouttes et par un effet cocktail qui fait qu'à la fin, on finit pareil dans la boîte. Ouais, après, je comprends, hein, je suis ton raisonnement, mais j'aurais tendance à te dire, il y a tellement de raisons dans notre quotidien, de motifs, de risques. Il y a tellement de facteurs qui sont dangereux pour l'homme, y compris le réchauffement climatique, y compris... Alors tu me diras, c'est peut-être pas immédiat, mais non. Mais on fait des choses... Oui, mais si on peut rayer les choses qui sont rayables, c'est facile. Ouais.
C'est Je comprends ce que facile. tu veux dire. Regarde la preuve là avec c'est un fait d'actualité. L'agriculture aujourd'hui en France là, et je les comprends très bien. Moi j'ai des amis qui sont agriculteurs et ils me disent on fait quoi? Ben on fait quoi? Ben on fait moins, si je peux dire, mais on fait mieux. Et en faisant moins, on tombera malade. Tu tomberas moins malade puisque toi le premier tu es en Tu es en contact. contact avec tous ces produits, Voilà, évidemment. et ça, c'est avéré. On le voit bien, tous les procès qui a lieu de par le monde, notamment dans les mondes occidentaux et nord-américains, les procès intentés à ces groupements ces mammouths de l'industrie phytosanitaire qui font que, voilà, et à un moment donné, ben, je me rappellerai toujours cette campagne de Médecins sans frontières où t'as toutes les affiches collées en une seule affiche et qui disent, les affiches disaient un message bien précis face à une maladie quelconque et face à une rentabilité. T'as la maladie d'un côté égale la rentabilité de l'autre. Et ça, c'est que des messages, c'est les Médecins sans frontières qui le disent. C'est vrai, pardon si je t'interromps, mais c'est vrai que ça a été un peu une polémique sociétale pendant le Covid et après, notamment à la sortie des fameux vaccins, que moi j'aurais tendance à dire, c'était pas vraiment des vaccins, mais en tout cas, il y a eu cette polémique de gens qui disaient, finalement, est-ce que c'est pas l'industrie pharmaceutique qui dépose des brevets juteux puisque les circonstances le nécessitent. Enfin, il y a eu ce doute dans la société. Certains pouvoirs publics de certains pays ont mis le doute. Quand tu vois comment ça se passe dans les pays d'Asie au lancement de ce qui allait être la pandémie, certaines personnes le disaient. Moi, sur la place, j'étais déjà l'un des premiers à écrire. Ça se voyait que c'était déjà une pandémie. Sauf que ça se voyait dès le décembre. Moi qui suis dans les hôpitaux et qui suis en relation avec différentes familles, mais ça se voyait. Ça tombait comme des mouches, malades. Pas tomber décédés. Hein. Mais dès que tu tombes malade, c'est qu'il y a un gros problème. Et s'il y en a un qui tombe malade, mais qu'il y en a un chaque minute, tu te dis, il y a un problème. Et sauf que pour ne pas alerter, pour ne pas faire ci, à un moment donné, voilà, et les médias après l'ont très bien utilisé, ce mot pandémie, et à l'inverse, là maintenant, on est en train de juger les gens qui parlent de pandémie, qui l'ont mal gérée. Et comment on peut gérer une pandémie quand on la connaît pas. Quand on la connaît pas, et surtout quand on ne veut pas la connaître. On se dit, mais non, ça n'arrivera pas chez nous. Je reviens à mon message d'avant, ça n'arrive pas qu'aux autres. Effectivement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça, et pour n'importe quoi. Là, on parlait du Covid et du fait que vous ayez eu besoin de vous battre. Alors, quand tu dis « nous », j'imagine que c'est la fondation et les gens qui t'entourent. J'étais en négociation avec eux et en 2020, à la sortie de la biennale, là, il y a 4 ans... La biennale de cancérologie, hein, c'est ça que tu dis. Exactement, la biennale de cancérologie, où on fait notre première journée de conférence avec une évidence parce que les résultats des travaux sortaient, étaient en train d'être publiés et sortaient, et affichés. Donc on se disait, mais ça marche là, pourquoi on ne le tente pas donc, en essai clinique, en essai clinique. Et ça, c'est de janvier 2020. Donc au 1er février, au 1er février, Covid mania, quoi. Et là, on sort là, je suis en train de parler avec le directeur de recherche régional de Pfizer, et je lui dis, mais on a quelque chose là. Ah, je suis convaincu et tout, ça serait bien qu'on lance un essai de phase 1-2, je fais faire tout mon possible et tout, mais oui, c'est génial, ce que vous avez fait, que vous avez trouvé, donc le centre scientifique a trouvé et tout, c'est génial. Mais je dis, qu'est-ce qu'on attend? Feu. C'est ça. Feu. Et oui, non, on perd du temps. Et au final, avec Monseigneur, en 2022, septembre 2022, que je l'ai rencontré, et preuve à l'appui, scientifique, on a obtenu gain de cause. Mais Pfizer nous donnait
nous donner un nom avec des données de 2012. Les travaux n'avaient pas commencé. Et surtout n'étaient pas terminés. Alors comment on peut nous dire non? On dit non pas à Denis Macario, on dit non à des scientifiques, donc de scientifique à scientifique, sauf que le scientifique, on va dire estampillé 2020-21, parle contre des résultats de 2011-12. C'est pas possible. Pas possible. Donc, avec l'appui de Monseigneur et ainsi de suite, le raisonnement a fait que, voilà, et maintenant, voilà, Est-ce que tu t'attendais à autant de difficultés? J'en suis en plein dedans encore avec l'administration française. C'est génial, ça. C'est génial parce que là, en face, on a des cancers qui ne prennent pas des RTT. Et l'administration, bien sûr, ah, mais j'ai changé de service. Ah, mais j'ai quitté l'administration. Ah, mais. Et en attendant, le dossier, il reste sur la table, il n'avance pas. Ouais. Et ça, il faut qu'on aille plus vite aujourd'hui. On a des maladies qui n'ont plus la même capacité à réagir qu'en 1950 ou en 60, 70, 80. Là, maintenant, on fait des rapports de 2020, des années 2020. On se dit, il y a 30 ans ou 50 ans en arrière, dans les années 80, donc 40 ans en arrière. Mais 40 ans en arrière, en termes de scientifiques, ouais. On parle de... on va dire temps des dinosaures à Internet, quoi. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas entendable. Et de nous cacher aussi, on nous cache qu'il y a plus que 2500. Il y a forcément plus que 2500 enfants qui tombent malades par an d'un cancer. D'un cancer, je précise, d'un cancer X. Parce qu'il y a quand même 60 cancers qui ne sont pas pareils que chez l'adulte, hormis les leucémies. En général, le leucémie, on les retrouve chez l'enfant et chez l'adulte. Mais après, la tumeur cérébrale, c'est bien spécifique à l'enfant. Tel cancer, c'est bien spécifique à l'enfant. Il y en a 60 qui sont bien spécifiques à l'enfant, quand même. 60, ça fait déjà... Différents. 60 différents. 60 différents. Sachant que chaque cancer dans un individu est différent. Tout à fait. Chaque être est unique. Chaque lutte est différente. Tout à fait. Comment on fait d'ailleurs... quand on discute avec les médecins, et qu'on n'est pas médecin soi-même, on discute avec les médecins, les scientifiques, comment on fait pour... Alors, pardon si je te... Mais pour apprendre, parce que pour pouvoir parler correctement de tout ça, il faut apprendre. Alors, je pense que malheureusement, pendant le traitement de son enfant, on apprend, mais après, il faut continuer d'apprendre. Je demande à tous les scientifiques depuis le début, qu'on finance, qu'on soutient ou qu'on donne la parole et qu'on porte, on va dire, cette parole-là, je demande à une chose, de vulgariser le langage. Parce que moi, monsieur tout le monde, moi qui ne suis... d'ailleurs, on l'a dit récemment à une famille d'enfants malades et qui malheureusement est... que je porte toujours en moi, entre guillemets, puisque c'est un des derniers enfants que j'ai accompagné, et surtout de la famille que j'ai accompagnée, on dit, mais qui c'est, monsieur Macario? On doit pas dire ce genre de choses à une famille qui combat et qui demande des renseignements pour qu'est-ce que c'est le futur essai clinique qu'il y aurait sur la maladie de mon enfant. Qui vous en a parlé? Vous voyez comment les parents font des recherches. La première chose, quand on leur annonce quelque chose, quand on leur annonce ce tsunami dans la figure, on leur dit quoi? Non, ils enregistrent le nom, ils font quoi les parents? Ils vont sur Internet. Ils vont sur Internet, oui, c'est sûr. On leur dit, mais n'allez pas sur Internet. Mais c'est sûr, mais ça, tout le monde y va maintenant. Et pour le pire et pour le meilleur, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de meilleurs aussi, parce qu'on réussit à accrocher des familles et à les tirer par le haut, et ça c'est vraiment c'est mon combat de tous les jours, c'est mon train-train, entre guillemets, si je peux dire, pas ma passion, mais c'est mon temps à moi, puisque voilà, papa, il y a les autres, et tous les jours, il y a des autres. Et donc, quand on dit, on est censé avoir fait des études, et de bienveillance aussi, parce que quand on est médecin, on fait un sermon, pas d'hypocrite, mais pas d'hypocrite plutôt pour certains. Et on dit,
à la famille, on dit, mais qui c'est Monsieur Macario? Ben, voilà, ça fait mal. Et il n'y a pas à me prendre de haut ou quoi que ce soit. Ben, Denis, il a bûché. Denis, il a lu les rapports qui ont été vulgarisés par les scientifiques. C'est un travail de dingue aussi de vulgariser Bien sûr. des études et ainsi de suite et de prendre le micro parce que eux, hormis de prendre des éprouvettes, je schématise, hein, ils n'ont pas l'habitude de prendre un micro, d'aller s'exprimer, ben, comme là ils peuvent faire en interview ou autre. Maintenant ils commencent à être un petit peu rodés à côté, mais en 2014 ils parlaient pas beaucoup à la presse et ça c'est bien parce que ça montre que en principauté il y a de la recherche scientifique sur les cancers de l'enfant et je suis fier d'alimenter cette recherche-là depuis 2014 et franchement c'est fier, un honneur et tout ce qu'on veut. Mais quand on me dit à l'inverse, là, et c'est pas loin, c'est à 10 km hein, à l'Archer, hein, on dit à cette famille-là, mais qu'ici Monsieur Macario, alors que la dame elle demande juste des renseignements de qu'est-ce que c'est le Mépendax. Qu'est-ce que c'est donc le Mépendax, c'est le nom du futur essai clinique. C'est quoi? Et qu'on coupe la parole à ces gens-là, on coupe l'herbe, on coupe l'espoir. Et ils ont besoin de ça. Et c'est pas, on n'attend pas de ça d'un docteur. Un docteur, on attend d'un accompagnement, même si c'est pas faire. Il sera toujours excusé. Par contre, s'il est inexcusable, ça vaut pas. Non. Et malheureusement, il y a trop de gens qui sont inexcusables parce que on est pris pour des numéros. Hein. Tu es en train de nous dire que le monde médical, le monde du traitement quotidien, c'est un peu un monde impitoyable, quoi. Il y a des docteurs qui ont signé des serments d'hypocrites. Il y en a. Mais il y en a, ils sont pas pléthores, mais il y en a. Et malheureusement, à ceux-là, il faut leur démontrer qu'ils ont tort de réagir comme ça parce que, oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut leur arriver un jour, malheureusement, et que s'ils commencent alors qu'ils ont encore 30 ans à faire, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, dans 20 ans, ou à la dernière année de leur travail? Comment ils vont être et comment ils vont accueillir? Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils démissionnent. C'est pas possible. C'est pas entendable pour nous, parents, parce que ça fait mal. On est en train de nous dire que notre enfant est en train de passer en phase palliative, si on nous le dit. Moi, à l'époque... j'ai plus souvenir comme on l'a dit. J'ai appris par contre deux mois après par la psy du service qu'il avait dit à la maman de mon enfant, il avait dit mais les enfants qui rechutent, on ne les sauve pas. Ah oui. 2 mois après. Ça c'est complètement... Moi je leur ai appris à 2 mois de traitement 4 ans avant. Mon employeur, je leur ai fait au revoir et j'aurais vécu tout ce que j'aurais pu vivre que je n'ai pas vécu avec mon fils. Et ça, c'est... Ouais, parce qu'à l'époque, tu travailles encore? Je travaillais, j'avais la chance de... On a la chance d'être dans un pays qui accompagne, on a la chance d'être soutenu. J'ai pu alterner, jongler et adapter ce que j'ai pu adapter. Et la loi a évolué maintenant avec... pas un copyright sur la France, mais oui, les dons de congé, voilà, dons de congé que je prenais depuis le début, que moi j'ai pas eu, que maintenant n'importe qui a un enfant malade à Monaco peut bénéficier d'un don de congé de son collègue, de ses collègues. Et ça, c'est des avancées qu'on a milité pour depuis le début. Quand on voulait pas nous entendre, mais à Monaco il n'y a pas de RTT, ça se fait pas. Il y a autre chose. Mais oui, voilà, prenons le meilleur, adaptons-le à notre, si je peux dire, à notre sauce à nous. Qui plus est, c'est facile. Sur 1,5 km, on a la possibilité de rencontrer les élus qui sont à notre écoute, de rencontrer des gens qui peuvent faire avancer un système qui doit évoluer régulièrement et qui fait que, en face, on a des Ferrari. Donc, il faut que notre système soit une Lamborghini, hein, qu'on puisse rivaliser. Parce que tu très vite, donc tu crées la fondation, très vite tu mets en place, parce que ce qu'on entend quand tu parles, c'est qu'il faut donner de la voix en fait, hein, il faut sensibiliser, il faut accrocher, il faut interpeller, il faut faire comprendre, il faut informer, et donc très vite tu mets en place des opérations que moi j'appelle
des opérations de communication, c'est-à-dire des événements Que ça. voilà, qui permettent de faire tout ça, puisque la communication, c'est ça, c'est de l'information, c'est de l'explication, c'est de la sensibilisation, c'est de la médiation, c'est voilà. Et donc très vite, tu mets en place des événements, et très vite, tu endosses ce personnage de celui qu'on n'arrêtera pas. J'en ai la chair de poule que tu me dis ça, mais oui, parce que il faut que je sois plus là. Il faut que je sois plus en vie pour qu'on m'arrête. Je peux pas faire autrement. On enlève mon père à la maison et j'ai dit à ma mère, on ne le reverra plus. Un enfant, c'est pareil, on ne le verra plus. Quand je suis sorti après que mon fils m'ait dit papa, il y a les autres, au mois d'août 2013, il passe 15 jours dans le coma, il en ressort debout dans ses baskets 3 semaines après dans le service, et quand je me revois, j'ai la main comme ça avec Flavien, je me tourne vers la porte qui se ferme, je me dis, la prochaine fois qu'on y revient, on y reste. J'ai eu 8 mois de plus. Mais toi, tu penses à Je ce moment-là que n'arrêterai tu pas. vas revenir? Parce que tu dis la prochaine fois qu'on vient, on y reste. Tu penses que... Je suis plus revenu de ce côté-là. Je suis revenu dans l'hôpital, mais à l'hôpital de jour, plusieurs fois. Quand Flavien, la maladie commence à grignoter son état neurologique, tout ça, et ses capacités. Et quand je suis revenu de ce côté-là, l'hôpital de jour, nuit, on y est resté. C'était au mois de mars, le 5 février 2014 jusqu'au 7 mars 2014. Voilà, ça a été un mois où j'ai construit. Il fallait aussi gamberger autrement, hein, parce qu'il y a eu des erreurs, il y a eu un enfant qui perdait la vie, et j'ai vu la mort. Oui, j'ai vu la mort quand il a ouvert les yeux. J'ai vu la mort, oui. Je l'ai écrit hier à une maman à qui ça arrive, la même chose. Parce qu'il y a une erreur. C'est incroyable ce que tu... Enfin, c'est incroyable, non. Oui, donc je te réponds, il faut plus que je respire pour arrêter. C'est quand on t'écoute, ça ouvre la porte sur tous ses parents. Parce que, alors, tu parlais du nombre d'enfants qui tombent malades chaque année, mais autour de ces enfants, il y a des parents. 2500 enfants, égale 5000 parents, c'est ça. Égale x2, 20 000 grands... 20 000 grands-parents, des sœurs, des frères... 20 000 êtres humains, on rajoute la fratrie, ça fait encore plus, et ainsi de suite. Au bas mot, ça fait au minimum, on va dire, 30 000 personnes touchées par an. Ouais, c'est ça. Impactées directement, si on compte de l'enfant jusqu'à papy, mamie et frères et sœurs, ça fait 30 000 personnes par an. 30 000 personnes, c'est une pandémie. C'est vrai. C'est vrai, ça y ressemble en tout cas. C'est dur à dire, mais quand on te dit c'est la pandémie silencieuse, on peut l'adapter à n'importe quoi. Ça a été ça. C'est pas moi qui c'est écrit dans Le Monde et compagnie. Voilà. Et oui, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Et quand on t'oppose, un élu de la nation, il t'oppose, quand on te dit 2500 enfants, 500 décès, l'élu te dit 15 000 chez l'adulte. Ben, on est en train de faire une compétition, quoi. Mais non. Non. Après, on t'envoie des courriers, et ça, c'est dommage, c'est dommageable. Et tant que les maladies auront ces alliés de la nation, ça sera pas possible. Oui, mais est-ce que tu crois pas? Parce que là, tu parles à quelqu'un qui a été touché. Alors moi, pas dans ce sens-là, puisque c'était ma maman. Mais est-ce que tu penses pas qu'il faut avoir été personnellement touché? Il faut faire partie de ces 30 000-là pour avoir conscience de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité absolue. Est-ce qu'il faut pas... Alors, je pense qu'il y a des exceptions, mais est-ce que tu penses pas que l'engagement et la conscience absolue de toute cette difficulté, elle n'est pas liée aussi au fait qu'on a touché les choses de près? C'est plus facile d'avoir quelqu'un sur la vague qui est touché, et donc concerné, que quelqu'un qui n'est pas touché et qui est peut-être pas concerné. Et j'en ai, par chance, j'ai des gens avec moi... Parce que tu as des bénévoles autour de toi. Hein. Voilà, j'ai une famille de bénévoles, une famille énorme et à laquelle je suis redevable à tout jamais,
parce que sans bénévole, oui, au départ, j'étais tout seul pour monter la rampe-major, pour aller m'expliquer, et encore, j'étais pas tout seul en face du ministre de l'époque, monsieur Michel Roger, que j'affectionne toujours. Quand je lui présente un dossier qui fait à peu près 3 cm et demi, 4 cm, dont la moitié qui est française, il dit, mais il tape sur l'épaule du ministre de Santé de l'époque, qui est devenu le parrain de la fondation, M. Valéry, et dit, on a du boulot là. Ça veut tout dire. Bon, c'est plutôt positif comme réaction. Hein. C'est très positif. Et c'est pour ça qu'on y est arrivé ici dans notre pays, quoi. La chance que ça se passe dans notre pays. Ça ne serait pas passé pareil, malheureusement, je pense, en France, si j'aurais pas pu avancer si vite si j'avais été en France. La preuve, ce qu'il faut faire en France, pour montrer la nécessité d'avancer avec des données scientifiques, quand tu les présentes aux autorités locaux régionales du département voisin, 06, et qu'on te dit ça ne profite pas au département, donc pour l'instant, je n'ai toujours pas de réponse. Donc, waouh! Comment on peut dire, on peut parler de santé publique et de dire ça ne profite pas au département? Le département, quand même, a investi dans une des plus belles machines efficaces contre le cancer, qui vaut 40 millions d'euros, avec Protéis One à la Cassagne, à Nice. Et en face, on a un discours que ça ne profite pas au département. Alors qu'on a une possibilité d'un essai clinique national, voire européen. Et ça se passe chez nous, parce qu'il y a des équipes niçoises qui ont travaillé, des équipes donc franco-monégasques, qui ont œuvré pour la bienveillance sanitaire de nos têtes blondes. Blondes, brunes, rousses, peu quand importe. même, ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est un lueur d'espoir. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce corps médical, qui n'est pas toujours très compréhensif, il y a aussi des gens qui sont touchés, qui ont cette vocation en eux et qui s'investissent, en fait. C'est clair, certains ont la lumière au dernier étage. Et malheureusement, certains ne veulent pas l'allumer. Et ça, c'est très difficile quand on les a en face de soi. Il faut dire qu'on a en face de soi des maladies, mais on a aussi en face de soi des humains qui ne veulent pas nous écouter. Et ça fait mal au cœur, parce que tu te dis, mais c'est forcément obligé qu'on doit taper du poing sur la table, parce qu'à un moment donné, on ne peut faire que ça. On le voit bien aujourd'hui, si on ne tape pas du poing sur la table, on n'est pas entendu. J'ai la chance qu'ici, dans notre petit pays, et grand État, petit pays géographique, on arrive à être entendu. Et ça, c'est vraiment une carte énorme. Mais il faut dire que tu déploies des trésors d'ingéniosité pour être entendu. Hein. Non. C'est-à-dire que, on n'a pas parlé du trot and roll, mais il y a le trot and roll. Et puis là, récemment, il y a quand même eu Monte Carlo Gastronomie, l'apéro des étoiles. Et toi, en tant que compétiteur du maestro chef, ce qu'ils appellent, qui est le concours de cuisine du salon, où tu vas jusqu'en demi-finale, mais quand même. Donc, il y a des moments où tu es là où on n'attend pas forcément cette thématique-là. Hein. Non, mais je dis ça, je suis un résilient de la vie, je suis un résilient culinaire aussi. Tu cuisines alors? Je cuisine. J'aime bien cuisiner, je suis un viandard, fier de l'être. J'aime tout. On me dit, de toute manière, si tu as du poisson, tu vas perdre. Si tu as ça, tu vas perdre. Et pourtant, j'ai sorti un barba vegan. Un barba jouant vegan. J'étais le seul. D'ailleurs, votre collègue, là, je pensais qu'elle allait en faire un. Elle a fait quelque chose. Comment ça s'appelait? Oui, c'est parce qu'il y avait Alexandra qui fait partie de l'équipe, qui a participé aussi au concours. Elle a participé juste avant moi, je crois. C'est une fatalité, moi j'étais le dernier, j'étais dans l'après-midi, c'était l'après-midi, le premier de l'après-midi, et malheureusement Alexandra, elle faisait quelque chose de sympa, mais elle s'est mettre la pression, mais il ne doit pas y avoir de pression devant une poêle. C'est en plus toi tu es marrant, tu dis il ne doit pas y avoir de pression devant une poêle, mais imagine-toi bien, parce que, alors tu dis ça parce que toi tu n'as jamais eu
socialement comme désignation de faire la cuisine, en fait. Pourquoi ? Parce que... Je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais j'ai pas le look de Obélix, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ma mère faisait les gnocchis, ma mère faisait la sauce tomate maison. Ma grand-mère... C'est elle qui t'a appris ? Ouais, je regardais. Ma grand-mère lui avait appris à faire la pisse saladière, à faire le gnocchi, sinon on se fait taper sur les doigts. Mon père qui faisait la farce. Voilà, on était là. C'était une histoire de famille de faire de la cuisine. Et... C'est une famille d'ici, les Macario, hein ? Oui, Macario, Libère, Lator, on est d'ici, ouais, mais bon, d'ici, Flavien était la 7e génération à être né à Monaco. Mais voilà, culinairement parlant, moi j'adore, et puis j'ai beaucoup de chefs dans mon entourage, et on passe quand même du temps à table. Moi j'aime bien passer du temps à table, et pour échanger, pour amener les gens à discuter d'un sujet, bon on n'est pas à table là, mais... Voilà, on discute, et de discuter, de faire avancer X choses, et d'avoir un bon plat, un bon vin. Ah, tu prêches une convaincue. Moi, j'ai travaillé très longtemps dans le football. Je sais. Et dans le football, la règle d'or, c'est on fait tout à table. Les contrats, on règle les différents... Voilà, c'est toujours à table. D'ailleurs, le président qui m'a engagé passait beaucoup de temps à table. Être à table, ça ne veut pas obligatoirement dire... dépasser certaines limites à manger. C'est clair. Ça veut dire... Alors, moi, quand je t'entends, tu me dis être autour d'une table avec un bon plat, c'est aussi passer du temps, c'est discuter, c'est le moment. Échanger sans téléphone, hormis pour la recette, peut-être. Il n'y a pas que manger. Hein. Non. Il y a aussi le moment où tu discutes, le moment où tu entames la discussion de fond, parce que voilà, quand tu règles des dossiers à table, tu entames la discussion de fond. Et tout ça, c'est dans une ambiance. Parce que, en fait, quand on dit qu'on aime manger, qu'on aime la table, on aime cette ambiance, en fait. Au-delà de ce qu'on mange. On aime être entouré. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Très peu choisissent la solitude. Et à table, on n'est pas seul. Si on est à table et on est seul, c'est triste. Ouais. On n'a pas de partage. Et même pour se faire plaisir, si on peut se faire plaisir en étant seul, oui, alors, feu. Mais on n'a pas vocation à être à table et être tout seul. Donc à table, qui plus est, mettre la table pour la personne qui vient au dernier moment, oui. Mais si on peut choisir la personne pour discuter, c'est encore mieux, d'une. Et ou les personnes, et puis partager cet amour de comment t'as fait ça. Oui, j'ai été qualifié avec un barbadjan vegan. Donc j'ai eu une grosse pensée à ce moment-là pour Albert Croesi, que j'avais vu à l'époque, rue de la Colle, travailler dans son petit cagibi. Dans son local minuscule. C'était une belle histoire de voir, penser ça. Le barba m'a qualifié, et puis après je suis tombé sur un poisson. Donc j'avais la viande en finale. Et t'es pas arrivé en finale? Non, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu, entre guillemets. D'autres ont fait... Raïma a fait, la gagnante a fait des petits trucs dès le début qui ont amené à faire quoi que ce soit, parce que par sa culture de la cuisine étrangère qui a fait que. Moi, j'ai fait du local à 100%, je me suis régalé. La pression, je la connais trop bien dans les tubulures et la machine à pression pour la bière, c'est tout, point final. Et c'était un pur bonheur d'avoir le soutien de Francesco et du Monte Carlo Gastronomie, parce que avec Joël Garraud, quand on a monté, et Francesco, on a monté cet apéro des étoiles, c'était un hommage, c'est suite, si je peux en parler 2 secondes, hein, parce que là je pourrais en parler toute l'après-midi, mais c'était quand Joël Robuchon est décédé lui aussi d'un cancer à l'époque. J'avais assez rapidement d'ailleurs. Ouais, j'avais voulu faire cet apéro des étoiles au marché, de mettre un chef, étoilé ou pas, derrière chaque cabine. Et on fermait le marché, une entrée, on payait X par rapport à ce qu'on voulait mettre à manger, tout ça. Donc il y aurait eu X tarifs, on va dire, mais avec une quote-part pour la boutique et une quote-part pour la fondation. Et là, on festoyait, si je peux dire. À un moment clé, c'était l'hiver où c'est un peu mort le soir,
il n'y a pas grand-chose à faire, on va dire, hein, malheureusement. Et là, c'était dans un marché convivial, la condamine, les cabines et tout, mettre un étoilé derrière la cabine, un étoilé dans l'assiette et un étoilé dans le cœur et la tête. Franchement, c'était l'idéal. Et on a pu le faire au chapiteau. Donc, je pense qu'on est en train de... C'est une réussite. Dès le début, ça a été une réussite parce qu'on avait la possibilité de le faire. On a eu Mauro Colagreco comme chef parrain. On a eu 19-20 chefs de Monaco et des communes limitrophes. C'est pas rien. Parce que les cuisiniers sont généreux quand même. Hein. En général, ils sont très généreux, dans l'assiette et en dehors. Et là, on avait 7 étoiles pour 150 €. C'est donné. Oui, c'est vrai. Parce qu'un dîner dans un étoilé, c'est déjà 150 € minimum. Hein. L'apéro. L'apéro, oui. Fatalité, la SBM faisait, dans une autre mesure, les repas étoilés. C'était 500, 600 € là, par personne. Il n'y a aucune concurrence à avoir. Hein, mais pour dire aux gens, ah mais c'est cher. Comment c'est cher? Même pas pour 10 € la bouchée, parce qu'il y avait 19 bouchées. Ouais. Même pas pour 10 € la bouchée. Vous allez chez le cuisinier, même pas vous avez le bonjour pour 10 €. Ça, c'est sûr. Donc c'était une belle soirée, de magnifiques vins, magnifiques repas et de magnifiques personnes. Un magnifique résultat. Et là, la fondation, quand tu dis on a fait l'apéro des étoiles, donc il y avait une quote-part qui était reversée à la fondation. Totalité. Qui était la totalité? Oui, la totalité. On a fait 60 couverts à 150, 9 000 €. Ah, c'est beau, hein? C'est clair. Non, mais voilà, tout à l'heure, je disais, tu as mis en place des opérations qui ne sont pas toujours liées. Enfin, on t'attend. Enfin, c'est comme le trot and roll, on ne t'attend pas vraiment là, quoi. Non, et On malheureusement... dit qu'on va t'entendre dans une conférence, dans un exposé, mais on ne t'attend pas dans un apéro des étoiles, quoi, par exemple. Non, mais on fait l'apéro-concert, on fait l'apéro des étoiles, on faisait le goûter des étoiles en tant qu'événement où là, on faisait plaisir aux enfants. Malheureusement, George Lucas, il ne sort plus de Star Wars et on fait plus de sorties le goûter des étoiles. On fait d'autres choses, mais il faut toujours se renouveler et à aujourd'hui, faire des événements. Le Trot and Roll regroupe minimum entre 100 et 130 bénévoles. Ouais. C'est pas rien pour une journée, mais on y pense 6 mois, durant 6 mois de l'année, 6 mois de com. On en fait la com un an avant. On se réimagine le trot précédent pour s'imaginer le trot d'après. Comment on fait parce qu'il faut se renouveler. Et puis, cette année, on a eu la pluie. Donc, comment faire s'il y a la pluie? Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est plus les événements. Même post-Covid, on a eu la chance à l'époque, post-Covid, de faire un événement où ça a été encore un bon résultat financier. Mais malheureusement, ce n'est plus l'événement qui fait que. Ouais. C'est du 1er janvier au 31 décembre qui fait que. C'est un résultat global. C'est pour ça que ça nous a permis à nous, quand on a un trot and roll qui nous fait en revenu brut 16 000 €, alors qu'on est monté au plus haut à 49 000 à un moment donné. Voilà, vous imaginez ce que ça fait comme différence. Ouais. Et c'est grâce à tous nos moments sur le terrain, du 1er janvier au 31 décembre, à la communication que nous faisons, parce que c'est vrai, c'est que la communication, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la presse locale, grâce à vous, Monaco Info, qui est toujours là, grâce à X, à en parler, un résultat global. Voilà, on a fait notre assemblée générale le 16 janvier. On a démontré qu'on avait recueilli beaucoup d'argent, mais en face, l'argent était déjà fléché, dépensé, quasiment, certes momentanément sur le compte, mais il n'y a aucun enrichissement personnel parce que, voilà, certes, je ne travaille pas, mais je dédie ma vie à ma famille, au reste de jours que je peux avoir avec les miens, et en mode papa, il y a les autres. Alors, on s'imagine bien que c'est un travail de tous les jours, de tous les moments. Donc, ça veut dire que toi, tu as arrêté de travailler. Ouais,
parce que je suis devenu jeune papa, même à 51 ans. J'ai eu un enfant 51 ans et j'ai arrêté de travailler parce que je voulais plus perdre de temps. Parce que l'enfant, c'est ce qui restera après moi, normalement. Et malheureusement, la vie a fait qu'à un moment donné, je suis resté après mon enfant. Donc voilà, je connais les deux, donc stop. Donc voir, j'ai de la chance, certes, mais je l'ai fait, je l'ai travaillé pour. Oui. Mais in fine, qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie? Qu'est-ce qu'on veut laisser, pas comme trace, mais qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie? De comment on va avancer. Tu avais l'impression que le travail, même si j'ai l'impression que le travail que tu faisais était un travail qui te plaisait aussi. Hein, pas spécialement. Mais pas spécialement. C'était alimentaire. Ah bah d'accord. C'était alimentaire. Donc le travail te faisait perdre du temps, c'est ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais eu la triste nouvelle qu'on me dise que votre enfant, on va pas le guérir. Je l'aurais eu avant. Je l'aurais eu à 2 mois, non pas après le décès, mais 2 mois après l'annonce de la maladie. J'aurais arrêté de travailler. Ouais. Ouais, et financièrement, comment tu aurais fait alors? Je serais débrouillé, c'est pas grave. J'ai la chance d'avoir pu avoir un toit, donc j'ai un toit. D'autres n'en ont pas et ils sont sous les ponts et on le voit bien aujourd'hui la détresse qu'il y a. J'ai la chance d'avoir pu travailler et d'avoir de me mettre mis à l'abri avec un toit et puis voilà. Ouais. J'ai construit ma vie en fonction d'eux. Là, tous les jours, je me lève. Je sais pourquoi je me lève. Parce que j'ai mon baluchon, non pas comme non c'est culotté. Hein. J'ai mon baluchon, j'ai ma croix, j'ai mon enfant qui est là derrière, réduit en cendres. Et cet enfant-là, il faut pas on dit toujours qu'il ne faut pas qu'il soit parti pour rien, mais il n'est pas parti pour rien. On est en train de gagner une étape face à la maladie. Ouais. Et ça, c'est la meilleure des résiliences, parce que franchement, voilà, c'est ça, c'est ce qui me fait vivre, cette résilience-là, pour papa et les autres. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, alors? Santé, basta. Santé, santé à tous, non, santé. Sans la santé, voilà, comme beaucoup de gens, on a été malade récemment, puis parce que c'est l'hiver, hein. On est malade en hiver. On est malade en hiver, je te confirme. On est malade en hiver. Les virus circulent, puisqu'on se lave moins les mains, on ne met pas les masques, donc les gastro reviennent, et tout le tralala. Tous les virus habituels qu'on avait avant le Covid, on les a toujours. Et on a celui-là en plus. Et on a celui-là en plus. Mais on y pense moins, parce qu'on refait la bise et on refait plein de choses, mais on est tellement content de refaire les bises et de se serrer les mains et autres, de se prendre dans les bras par rapport à cette résilience qu'on peut avoir de l'un et de l'autre envers l'autre, et qui fait que voilà, la santé, mais la santé publique, il faut que les gens prennent conscience qu'aujourd'hui, la santé, à un moment donné, fini, parce que, voilà, fini. Le 8 décembre, j'étais en train de filmer mon ami le chocolatier. On avait fait un événement à l'époque à la poursuite de la chocolaterie, en presque un copyright de Charlie et la chocolaterie. Vendre 400 tablettes au mois de juin, c'est pas le mois de juin qu'on achète du chocolat, et pourtant on a vendu 400 tablettes à l'époque. Et ces 400 tablettes avaient été faites avec un chocolatier de chez moi à la campagne, et avec des amis. Et le 8 décembre, j'ai filmé son dernier enrobage de chocolat de Noël. Parce que une demi-heure après que je sois parti, je l'ai appris le lendemain matin, 30 minutes après ils sont partis, il a fait un arrêt massif. Poum. Et sa petite fille était avec lui. Et moi, je l'ai vu partir. Viens, on va allumer la cheminée et boire à l'apéro. Une demi-heure après, la petite fille est venue, elle est descendue les escaliers. Et dit papy, tête, papy, tête, papy, tête. Sa petite fille, elle a 2 mois de plus que mon enfant. Et papy, tête, son cœur venait de s'arrêter massivement devant. Donc on n'est rien face à l'indicible. Qu'est-ce qu'on fait après, de comment on le fait et pourquoi on le fait. Voilà. Moi, j'ai choisi mon camp, j'aide les autres et je m'en porte très bien. Merci à toi, Geneviève.